La Révolution, porte des jupons. 1860, le Second Empire. La crinoline est un sous-vêtement qui apparaît au milieu du XIXe siècle. À l'origine constituée de crins de cheval, elle se porte sous la jupe, à laquelle elle donne du volume et de l'ampleur. On voulait de la volupté sur les hanches. Cependant, elle rendait la marche difficile en raison de la quantité de tissu. Certaines femmes portaient même jusqu'à 7 jupons. À partir des années 60, elle est remplacée par une légère cage métallique en cerceau de baleine ou en lame d'acier. Beaucoup plus légère que les jupons de crin, elle ne nécessitait pas autant de jupons et ne risquait pas de se soulever lors des danses. De plus, elle permettait d'accroître les distances entre les personnes, réduisant ainsi la propagation des épidémies. Cependant, une telle armature était dangereuse. L'acier risquait de se rompre, provoquant ainsi des blessures. Portée par les femmes qui travaillent, il arrivait que la crinoline prenne feu, provoquant le décès de presque 40 000 femmes entre 1850 et 1860. Progressivement, la jupe se fit moins ample et s'aplatit sur l'avant pour ne conserver le volume qu'à l'arrière. Afin de supporter le poids des riches draperies qui s'y ajoutaient, la tournure vit le jour. Constituée d'un réseau de baleines métalliques, elle ne couvre que l'arrière et est ouverte sur le devant. De par son aspect caractéristique, elle fut familièrement baptisée le faux cul ou la queue d'écrevisse. Afin de souligner davantage la finesse de la taille, on associait à la tournure un corset. Pour la rendre plus confortable, des systèmes rétractables furent mis en place afin de permettre à la femme de s'asseoir. Et lorsqu'elle allait danser, elle relevait sa jupe avec une cordelette qu'elle nouait à son poignet ou à sa taille. Entered without haste or embarrassment the drawing room in which New York's most chosen company. Le XXe siècle. La mode de la Belle Époque se caractérise par un nouveau goût de la simplicité, des lignes souples et des dentelles, suivant ainsi l'esprit de l'Art nouveau. Une mode entre abondance de luxe et désir de légèreté découle d'une période de relative prospérité et d'insouciance. Grâce au corset droit, les reins sont très cambrés et la poitrine est mise en avant. On parle ainsi de silhouette en S. Le XXe siècle assiste à l'essor des tenues de femmes conçues pour le sport, à l'instar d'Amelia Bloomer qui popularise la culotte bouffante pour le vélo, le golf ou encore l'équitation comme les hommes. Durant les Jeux olympiques d'hiver de 1928 en Suisse, la patineuse prodige Sonja Henie provoque une révolution dans le monde du sport en portant une jupe courte. Les années d'après-guerre marquent la libération. On a envie d'aller danser à nouveau. Les femmes s'émancipent. Elles se coupent les cheveux. Elles portent des robes courtes, tandis que règne dans la ville un air de jazz. 1930. Le krach boursier de 1929 y met un terme brutal. Il n'est plus temps d'être frivole et le tissu coûte cher. On épure donc les garde-robes en les séparant en deux catégories. Le tailleur simple, mi-mollet, à veste longue pour le travail, et les robes drapées, coupées dans le biais pour les soirées. La jupe ainsi est généralement constituée de 4 panneaux de tissu, 2 devant et 2 derrière. De plus en plus influencée par le cinéma, la mode s'inspire des stars hollywoodiennes. On porte des gants et des chapeaux. On se décolore les cheveux. La femme s'émancipe. 1950. C'est en 1950 que la jupe crayon s'impose. Sa création viendrait d'une curieuse anecdote. En 1908, Madame Edith Hartauberg fut la première femme à voyager dans un avion. Afin d'éviter que sa robe ne se soulève durant le vol, elle aurait noué un morceau de corde autour de ses chevilles pour entraver la jupe. C'est Paul Poiret qui popularise ce vêtement. Élégant, chic et sulfureux, il s'adapte à toutes les femmes et à toutes les professions. Les stars de cinéma se les arrachent, comme Grace Kelly qui arbore une jupe crayon jaune lors du tournage de Fenêtre sur cour. Quant à Marilyn Monroe, elle est célèbre pour sa démarche chaloupée et provocante dans une jupe crayon ultra moulante. « 1955. C'est Marilyn qui, une fois de plus,
s'impose comme l'égérie de la jupe corolle. Présentée pour la première fois en 1947 lors d'un défilé de Christian Dior, la silhouette du New Look propose une nouvelle approche du corps féminin. Taille soulignée, hanches accentuées et surtout une jupe plissée, très ample que l'on va nommer corolle ou plissé soleil. Grâce à l'invention du plissé permanent, le plissé soleil se popularise. Il s'agit d'un tissu dont les plis réguliers ont été façonnés par la chaleur. Les plis sont très fins en haut du vêtement et s'approfondissent en bas, créant ainsi un tombé élégant et ample. En 1956, les artisans bretons, appelés les plissés de France, fournissent toutes les maisons de haute couture. 1970. Le temps de la mini-jupe. Juste quelques centimètres en moins. C'est ce qu'a dit en 1962 la créatrice britannique Mary Kent lorsqu'elle initie ce qui deviendra une véritable révolution dans le domaine de la mode. En effet, elle vient de créer la première mini-jupe. Dans le sous-sol d'un bâtiment, son mari ouvre un restaurant qui propose des concerts de jazz. À l'étage supérieur, bercée par les pulsations de la musique, Marie propose des chapeaux de sa création avant de s'initier à la couture. Rapidement, elle finit par vendre ses propres vêtements, cousus dans la solitude de la nuit. Dans le sous-sol, la fête bat son plein, résolument révolutionnaire, provocante et débordante de jeunesse. On y croise Brigitte Bardot. Les jeunes filles dansent en mini-jupe au son des Beatles et des Rolling Stones. La mode devient un spectacle et une réjouissance. Ses créations sont à son image, innovantes, pleines de couleurs et malicieusement inspirées du vestiaire masculin. Son audace va même jusqu'à raccourcir les jupes jusqu'au-dessus du genou, qui se popularisera vastement à partir de 1965. Sa volonté ? Créer des jupes pour les femmes qui doivent courir après le bus. Les jambes s'exhibent et les conservateurs s'étranglent. C'est immoral. En France, le créateur André Courrèges a déposé à l'INPI le 18 juin 1965 la première mini-jupe qui devient rapidement la signature de la maison. C'est quoi en 65 ? C'était la révolution. Dans tous les livres dans toutes les histoires du costume, on lit la révolution Courrèges 1965. Courrèges ose installer la mini-jupe dans la rue. Ça s'est fait comment ? Ça a été progressif. C'est une démarche assez réactionnaire contre une couture ou une façon de s'habiller assez bourgeoise, et aussi une aide à une évolution morphologique, une évolution aussi sociale. Et je crois que c'est pas moi qui ai fait tout seul. Je crois que le monde était prêt à l'accepter. Et le monde, et je crois que j'ai peut-être eu la chance de faire la synthèse de ce qui se passait à l'époque et que d'autres le pensaient en même temps que moi. Ça s'est porté sur moi, peut-être parce que j'ai forcé un peu plus les formes que les autres, mais autrement, je crois que c'est une évolution. La mini-jupe devient ainsi le symbole de la libération des corps des femmes dans une société présentée par la libération sexuelle. Choquante, qualifiée volontiers de provocante, sexy, le port de la mini-jupe s'oppose à l'ordre établi et au conservatisme. Et la révolution ne s'arrête pas là. Le monde était prêt pour un tel changement. Il le réclamait.